ce qu'on appelle the contingent liabilities. Et parfois, tu peux aller plus loin, tu peux avoir une dette mal rapportée. C'est quoi les dettes mal rapportées? Vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez emprunté, vous avez demandé l'autorisation. Vous l'obtenez. Vous l'obtenez. Oui. Mais vous avez un système d'information qui est tellement faillible que le système ne te donne pas la bonne information et que tu ne donnes pas la bonne information au bailleur. C'est comme vous, hein, vous avez votre véhicule. Supposons que votre véhicule, à chaque fois que ça vous affiche 70 km à l'heure, vous étiez en train de rouler à 140 km à l'heure. Ça veut dire que vous pouvez même commettre des dégâts sans vous en rendre compte parce que ce qui vous informe, le système d'information, votre tableau de bord là qui vous dit à quelle vitesse vous roulez, vous donne des informations qui ne sont pas fiables. Et à partir de ce moment-là, c'est la même chose. Si dans un pays, nous avons des systèmes d'information qui ne nous donnent pas l'exhaustivité ou la réalité de la dette, ça veut dire que nous avons des tableaux de bord qui ne nous renseignent pas sur une bonne situation. Mais oui, mais vous avez... Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans des dettes mal rapportées. Voilà, ici, ce n'est pas un besoin de dissimulation qui justifie, mais c'est juste que l'information, là où vous tirez l'information, vous donne des chiffres. Donc ça peut être fait à dessein aussi, ces choses-là. Ça peut être fait à dessein. C'est pourquoi je dis que cette situation-là est tellement complexe. Et moi, j'aurais aimé que les économistes et les spécialistes puissent s'approprier cette question-là et ne pas en faire une question politique. Parce que ce n'est pas une question politique. Absolument. Ce n'est pas une question politique, c'est plus profond que ça. Parce qu'aujourd'hui, le véritable débat, c'est est-ce qu'on était en phase de dette non déclarée? Quelle est la part de dette implicite? Quelle est la part de dette mal rapportée? Quelle est la part de dette contingente? Quelle est la part de dette implicite? C'est ça le débat. Voilà, c'est là-bas le débat. Et à quel niveau situer les responsabilités pour chaque niveau de dette? Non, les responsabilités, ce sont les ministres. A priori. A priori. Ouais. Ce sont les ministres. Ouais, mais... Et aujourd'hui, nous avons deux ministres qui apparaissent ou qui transparaissent dans vos explications. C'est M. Amadouba et M. Abdoulaye Daouda Diallo. D'accord. À titre principal. Hein? À titre principal. Non, de toutes les façons, ils transparaissent. Bon, vous avez aussi à côté, vous avez évoqué la question d'un trésor parallèle. Mais comment peut-on avoir un trésor parallèle dans un État digne de ce nom, une république, une nation, sans que le trésor originel ne soit complice? Mais tu sais, l'exemple que je donne souvent, parce que là aussi j'ai vu que ça a été une occasion pour dire c'est les codes de contrôle, tout le monde a failli. Tu sais, quand on fait un audit, ou même les commissaires aux comptes, quand ils arrivent, quand ils auditent un périmètre, tout ce qu'ils vont dire dans les premières lignes de leur rapport, ils disent souvent les informations que nous donnons nous semblent exhaustives, sincères et fiables dans la limite des informations qui étaient disponibles au moment où nous faisons cet audit-là. Pourquoi ils prennent cette précaution-là? Pourquoi? Ils prennent cette précaution tout simplement pour dire que les informations qu'on leur donne au moment où ils faisaient l'audit, ça peut être des informations erronées, ça peut être des informations qui ont été tronquées, ça peut être des informations partielles. Et c'est la même chose. Hein? Le Trésor, c'est une administration qui est là pour encaisser des recettes, payer des dépenses, tenir la comptabilité pour l'État. Mais à côté du Trésor, le Trésor a des patrons, des ministres. Parce qu'aujourd'hui, supposons, je donne un exemple, vous avez un créancier. Est-ce que vous savez que durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS soutenaient des pays... L'URSS, l'Union République Socialiste Soviétique. Pendant la guerre froide, toute cette dette-là qu'ils faisaient aux pays alliés, ce n'est pas une dette qui a été retrancée dans les comptes publics de ces États. Non. Bon, mais pourquoi? C'était des raisons géopolitiques. Ça, c'est des faits. C'est des raisons géopolitiques. Je donne un autre exemple. Oui. Donne un autre exemple. Si vous allez au Mozambique, une bonne partie de sa dette cachée a été cachée dans le cadre des swaps de devises. Les swaps de devises, c'est quoi? C'est les échanges de devises que vous faites, soit pour stabiliser votre réserve intérieure, soit votre réserve de change, soit pour faire des acquisitions avec une autre devise, ou bien même en tout cas pour faire face à des situations économiques qui nécessitent l'émission d'une devise qui ne vous appartient pas. Mais c'est à ce niveau-là où vous allez voir que effectivement les gens peuvent créer des circuits parallèles. Les créanciers peuvent trouver leur compte dans cette dette cachée. Les créanciers, c'est ce qui vous prête pour des raisons géopolitiques.
parce que c'est des créanciers à qui vous avez promis que vous allez leur donner votre or ou vos richesses. C'est arrivé dans certains pays que les créanciers acceptent que leur dette ne soit pas déclarée parce que l'État en contrepartie avait promis des choses. Ces créanciers peuvent y trouver leur compte, d'autres États peuvent y trouver... Vous ne parlez pas du Sénégal quand même. Je ne parle pas du Sénégal, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire concrètement que ces situations-là, l'analyse qu'il faut en faire dépasse le cadre strictement financier. Il y a des dimensions géopolitiques parfois qui peuvent entrer en compte, il y a des dimensions budgétaires, il y a une dimension économique. Mais est-ce que vous pensez que le FMI peut être complice de cette situation? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que moi, aujourd'hui, si vous m'interrogez concrètement pour me dire la raison d'être de notre dette cachée là, j'en vois deux au moins principalement. C'est que nous fonctionnons dans des logiques. Mais encore qu'il faut prouver qu'elle a été cachée, erronée. Oui. Il y a eu vraiment beaucoup de termes pour qualifier justement. Oui. Et finalement, nous ne nous retrouvons plus. En tout cas, c'est pour nous perdre ou bien c'est pourquoi? Non, parce que... On nous a parlé de chiffres falsifiés, dettes cachées, chiffres erronés. Et en plus, vous nous avez ajouté encore mafieuses, odieuses et autres. Ou bien c'est les expressions. Si vous vous souvenez, la semaine qui a suivi le rapport de la Cour des comptes, nous avions eu une émission, vous et moi. À cette époque, moi, je ne voulais parler que d'incohérence, ni de falsification, ni d'autres choses. Incohérence. En tout cas, à partir du moment où on avait consulté 9 bailleurs qui nous donnent des chiffres qui sont différents avec les nôtres, à partir de ce moment-là, il y a une incohérence. C'était le cas? C'était le cas. Et 9 bailleurs? 9 bailleurs. Donc 9, mais beaucoup, c'est l'FMI, la Banque mondiale, voilà, c'est les autres bailleurs. Ces bailleurs-là, tous leurs chiffres ne concordaient pas dans le cadre des pré-projets qui sont lancés par la DODP. Leurs chiffres ne concordaient pas avec les chiffres du Sénégal. Et je te disais qu'à partir de ce moment-là, ce qui est sûr, on peut parler d'incohérence. Maintenant, la raison de cette incohérence, est-ce mafieuse, est-ce volontaire, est-ce que c'est pas volontaire, est-ce que c'est une dette implicite, quel est le périmètre? Ça, je te disais que c'est des enquêtes complémentaires et supplémentaires qui vont nous permettre. Donc ce n'est pas demain la veille qu'on sache exactement la vérité sur ça. Mais bien sûr, c'est pas facile, c'est pas chose aisée. Bien sûr, on va connaître toute la vérité. Les gens sont en train de faire la part des choses entre chaque type de manquement. Et chaque type de manquement va à terme donner lieu aux sanctions appropriées, naturellement. Mais pour répondre à votre interrogation initiale, je disais, aujourd'hui, si on me demande concrètement qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation-là où on a eu des dépassements, pour faire simple, parce que comme les mots peuvent nous amener encore à nous perdre, dans des débats spirales, de ce dépassement-là, du ratio de 70% de la dette qui est fixée par le pacte de convergence, de croissance, de stabilité et de solidarité de l'UEMOA. Parce que c'est cette norme-là qui nous fixe un ratio de 70% de dette du PIB. Pourquoi on en est arrivé à ce dépassement? Moi, je vois au moins deux situations. La première situation, c'est quoi? C'est que nous sommes dans des pays où on fonctionne dans des logiques d'urgence, dans des logiques de mandat. Les gens veulent avoir des bilans durant le mandat. Et si vous voulez fonctionner dans des logiques de mandat, finalement, vous privilégiez les PPP aux fiscalités. Parce que les PPP, ça te permet d'avoir directement des infrastructures beaucoup plus faciles, parce que c'est les autres qui apportent l'argent. Alors que la fiscalité, c'est un processus un peu plus complexe, qui demande des efforts en termes de recouvrement, qui demande le consentement des citoyens, qui demande tellement de choses. Et ça ne te permet pas d'avoir les mêmes moyens pour réaliser les mêmes infrastructures. Et face à ces logiques d'urgence, nous avons toujours eu des États qui, pour se faire réélire, ont besoin parfois de biens de luxe, que ça soit BRT, que ça soit terre, mais qui ne vont pas attaquer à l'économie réelle qui est l'agriculture, qui est l'élevage, qui est le fait de réduire les disparités entre les régions, mais qui seront là à avoir vraiment, à vouloir avoir un bilan matériel pour se faire réélire. C'est-à-dire faire du bling-bling. Faire du bling-bling. Et si on est dans des États où les gens veulent faire du bling-bling, à partir de ce moment-là, pour faire du bling-bling, on était obligé, d'anticiper sur les revenus pétroliers que nous attendions, parce que le gouvernement se disait que à partir de 2021, je vais avoir des revenus pétroliers qui sont extrêmement importants. Et comme je vais avoir des revenus pétroliers et que je vais avoir un bilan à moi, ces revenus-là, si je les laisse demain, ce sera... c'est comme si c'est le passif qui a fait l'effort d'avoir ces bilans.
pour anticiper sur ces revenus. Vous pensez que le BRT et le TER, par exemple, ont facilité à cacher, à erroner, à falsifier la dette? Tout ça, c'est des anticipations de revenus. On a juste dit au Sénégal, il y a du pétrole que nous attendons des revenus à partir de 2021. Et les gens qui étaient là se sont dit, attends, nous on va trouver des moyens vraiment d'anticiper sur ces revenus. Parce que ces revenus, puisqu'on nous rassure qu'à partir de 2021, à l'époque, au moment où on adoptait la loi portant encadrement, gestion et répartition des recettes d'hydrocarbures, le FMI pensait à l'époque que le Sénégal allait démarrer son exploitation en 2021. Et vous pensez que toutes ces choses-là en voulant anticiper sur ces revenus-là, on est allé un peu plus loin dans l'endettement. Deuxième fait important à tenir en compte, c'est que en 2020, quand il y a eu la Covid-19, les États de l'UEMOA ont suspendu le pacte de convergence, de croissance, de stabilité et de solidarité. C'est le pacte que je viens de dire. Et n'oublions pas que dans ce pacte-là, il y a au moins 5 règles budgétaires qui sont prévues par les pays de l'UEMOA. Les 5 règles budgétaires, c'est quoi? C'est que le déficit des États ne doit pas dépasser 3% du PIB. C'est que le ratio de la dette ne doit pas dépasser 70% du PIB. C'est que la part de recettes fiscales sur le total des autres dépenses ne doit pas dépasser 35% du PIB. C'est que le taux d'inflation doit être supérieur à 3%. Et enfin, il y a l'inflation, il y a la dette, il y a le déficit, il y a la pression fiscale qui doit être au moins égale à 20%. C'est les 5 règles qui sont prévues par le pacte de convergence, de croissance et de stabilité. Et quand il y a eu la Covid-19, automatiquement, l'UEMOA a dit que pour permettre aux États d'aller sur le marché et avoir de l'argent, on va suspendre le pacte. Et quand on suspend le pacte, ça veut dire que les États peuvent dépasser ces ratios. S'il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Parce qu'il y a une situation d'urgence. Parce qu'il y a une situation d'urgence. Oui. Et jusqu'au moment où je vous parle, ce pacte de convergence qui a été suspendu, la suspension est toujours en cours. Elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours. Donc nous sommes toujours exposés. Ça veut dire que ça veut dire que nous sommes toujours exposés à dépasser